Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Classe à part de moi et Greg. Aujourd'hui, c'est l'épisode 10. Ou 11. Je pense que c'est 10, man. Je suis tout mêlé dans les 10. Je suis certain que c'est 11, parce que je pense que t'avais dit 10 qu'on avait 10. fait celui qui était juste audio. Ouais, mais je pense que c'était 9, finalement. Ok, ben c'est ta faute, man. Fait qu'on est un petit peu en retard le matin. Je voulais vraiment le préciser parce que pour une fois dans ma vie, j'étais à l'heure et Greg était vraiment en retard, mais vraiment en Ok, je retard. tiens à dire, la seule raison pourquoi il était à l'heure, c'est parce que son père l'a emmené au podcast. Est-ce que j'étais à l'heure? Yo, en plus de ça, moi j'ai 4 Uber qui a cancel. Je sais pas si vous habitez sur la rive sud, mais des fois c'est pas évident, man. Tu vois, ça arrive nord, ça arrive pas, ça. Ah ouais, ça arrive aussi, inquiète-toi. Fait que c'est ça. Greg est arrivé vraiment en retard et moi, j'étais à l'heure. Fait que de quoi on parle, monsieur en retard? On va parler de notre parcours. OK. Donc, on va parler... Est-ce que t'étais à l'heure dans ton parcours? Non, pas tout, justement. Je trouve que c'est vraiment thématique parce qu'il y a absolument rien qui s'est passé comme prévu. Excellent, j'adore. Fait que, moi, je te laisse commencer, actually. OK, je raconte tout mon parcours là? Ou on y va genre chacun notre tour? Ouais, mais je vais t'interrompre, t'inquiète pas. OK, par où je commence? Je veux le début, genre Alex Labbé en tant qu'étudiant, parce que ça, on n'en a pas parlé beaucoup. Oh my Je veux God. savoir, t'étais comment TBT. comme étudiant au primaire, au secondaire? Est-ce que t'avais des amis? Est-ce que toutes les shit, petites ok, filles à te ce couraient point-là. pareil? Ouais, je Wow. veux tout savoir. OK, j'aime ça. OK, fait qu'on part au départ. Au primaire, j'étais super timide. J'étais vraiment gêné. Tellement que quand j'avais un oral devant la classe, je me mettais à pleurer. Vraiment à ce point-là. J'ai tellement aimé, genre, que tu t'es retenu pour rire. Ouais, j'étais super gêné. Puis, en fait, à partir de la deuxième, troisième année, j'ai vraiment eu un bon prof. Elle s'appelait Michel, deuxième année. Puis, c'était une madame, elle était super fine. Puis, elle, à la place de m'emmener devant la classe puis faire devant tout le monde, elle me faisait faire mon oral de ma chaise. Fait qu'on dirait que comme de mon Mais ça bureau. change tout le stress, ça, j'ai Oui, jamais compris ben c'est pourquoi. ça, moi non plus. C'est quand même des bons profs quand tu te rappelles de leur nom. Je sais pas si t'as Vraiment, remarqué, là, mais quand tu te ouais. rappelles du prénom d'un prof, c'est parce qu'il t'a marqué. Vraiment. Fait qu'elle a commencé à me faire ça. Fait qu'à la place d'être dans la classe, je parlais de mon bureau. Puis ça m'a beaucoup aidé, en fait. Puis j'ai été vraiment chanceux parce que j'avais beaucoup de la facilité avec les gens. Les gens venaient vers moi, puis pourtant, j'étais super timide. Fait qu'on dirait que, tu sais, j'étais vraiment intimidé par le monde. Mais j'avais beaucoup d'amis. Puis même quand mes profs rencontraient ma mère, parce que c'était surtout ma mère qui allait aux rencontres de parents, ils disaient tout le temps, le problème... non, quand il disait ça, il disait, Alex, c'est autant aimer des petits gars que des petites filles. Puis surtout à cet âge-là, c'est rare. Tu sais, les petits gars, habituellement, sont avec les petits gars, les petites filles avec les petites filles. Mais elle dit, Ouais. lui, tout le monde l'aime. Fait que j'étais vraiment chanceux à ce niveau-là. Je parlais beaucoup, par exemple. J'étais vraiment un bon élève, mais je parlais beaucoup. Tu sais, ça, c'était Ça, c'est étonnant. Là. J'aurais jamais Ah cru non? que tu parlais beaucoup. Tu sais, je dérangeais pas en classe, mais je parlais tout le temps. J'avais tout le temps un de mes chums qui était proche de moi. Fait que je jasais tout le temps. Puis, en fait, j'ai jamais dit ça, là. En sixième année, mon école faisait comme un concours seulement des sixième années. Puis, ils remettaient comme pas une médaille, là, mais genre un certificat là, à l'élève le meilleur en maths, le meilleur en français, le meilleur dans les sports, etc. Puis moi, j'avais gagné le plus beau des secondaires, des sixième années. Mais pourquoi tu dis j'ai jamais dit ça? Parce que t'as pas besoin de le dire. Là. C'est parce que l'affaire, c'est que j'étais tellement fâché parce que moi, je l'ai gagné le plus sportif. Puis c'était pas moi qui avait eu le plus sportif. Puis quand j'étais arrivé chez nous, puis que j'ai donné comme le genre de certificat, ma mère était comme, ah, ben, elle dit, c'est le fun, Alex. Elle dit, les gens te trouvent beau. Puis j'étais comme, non, moi, je vais être le plus sportif, je vais être le plus beau. Après ça, j'étais arrivé en secondaire. Puis mes chums, en fait, on a tous changé d'école. Anto était à l'école anglaise. Marc est à l'école anglaise. Nick est parti au privé. Fait que mes chums proches disparaissaient. Comme tu le sais, j'ai toujours eu un petit cercle. Fait que c'était un peu de repartir à zéro. Fait qu'encore une fois, j'étais quand même gêné, mais j'étais chanceux parce qu'à l'école que j'ai été, il y a beaucoup de gars qui j'avais joué au hockey. Fait que je me suis quand même vite mis chum avec du monde. Puis après ça, secondaire 2, dans le fond, c'était 1-2 à Polyjeunesse, puis 3-4-5 à Curie-Antoine, mais je voulais pas aller à Curie-Antoine. Fait que j'ai été à Georges-Vanier. Puis là, arrivé à Georges-Vanier, encore une fois, c'était reparti à zéro parce que là, je rechangeais d'école, puis là, mes chums allaient à Curie. Fait que quand j'étais arrivé à Vanier, j'étais super stressé. Finalement, encore une fois, j'ai été chanceux parce que du hockey. C'est niaiseux, mais le monde du hockey est tellement petit, mais tellement grand en même temps parce qu'il y a tellement de monde partout. Ouais. Fait que j'étais vraiment chanceux parce que je me suis fait encore vite des chums. Il y a des gars qui j'avais joué au hockey, donc d'autres gars qui j'avais joué contre au hockey.
Fait que je me suis bien impliqué. Je me suis vite intégré, en fait, à ça. C'est là que j'ai eu ma première blonde aussi. C'est normal, ça? Ah, ok. Je me demandais si c'était dans les écouteurs. Moi aussi, j'avais l'impression qu'il y avait des vagues dans mes écouteurs. Puis c'est là que je me suis fait dans la première blonde, en fait, en secondaire 3. Oh. Fait que c'est là que j'ai eu mes premières relations, premières relations sexuelles. Mon premier French est arrivé en secondaire 2, en fait. Secondaire 1 ou 2? Secondaire 2. Ouais. Premier bec est arrivé en secondaire 1. Ouais, secondaire 1, c'était quand même tard. En fait, il n'y a pas de timing, mais c'était quand même tard pour le monde de mon entourage. Puis c'était drôle parce que c'était arrivé à un genre de... Ça s'appelait l'Accès. C'était comme un mini club pour les mineurs de comme 12 à 15 ans, là, vraiment. Puis on était en train de danser un slow. Puis c'est là que j'ai eu mon premier bec. J'étais tellement stressé. C'est toi qui a fait le premier move ou c'est elle? Non, c'est elle. C'est elle qui a fait le premier move. Of course. Of course. J'étais tellement stressé cette soirée-là. J'étais, oh my god, c'est la première fois que j'ai embrassé une fille. Puis après ça, secondaire 2, j'ai eu mon premier French avec une petite blonde que j'ai eu une couple de mois. Mais je l'ai laissée parce qu'elle a essayé de se mettre en mode hockey. Puis elle a compris qu'elle n'était pas passée deuxième. Fait que... Ouais, tout le temps. Là. Secondaire 3, après ça, 3, 4, 5, je restais avec la même fille. Après ça, j'ai voulu aller... j'étais aux adultes, en fait. J'étais aux adultes parce que j'avais pas terminé mes maths de secondaire 4. Puis, parce que dans le fond, à Georges Vanier, c'est un système modulaire. Fait que tu peux être en secondaire 3 en maths puis secondaire 1 en français, genre. OK, je comprends. Toi, les maths, c'était vraiment ta faiblesse. C'était vraiment ma faiblesse. Ça puis le français, ça. Pardon? Ça puis le français. Non, étrangement, j'étais bon en français. Ouais, je sais pas pourquoi, j'étais bon en français. Okay. Pourtant, je sais pas écrire, mais j'étais bon c'est ça, je comprends pas. J'étais bon en français. I don't know why. Parce que sérieusement, c'est drôle parce que t'es quelqu'un de super articulé, puis quand tu parles bien, mais tes fautes d'orthographe... Ils sont hallucinantes. T'es probablement la personne qui fait le plus de fautes que j'ai vues de ma vie. Je sais, genre, je porte tellement pas attention à ça. Mais je sais que parce que tu fais ça vite aussi, là, puis tu botches tout, mais des fois, je regarde ça, je suis comme, wow, c'est incroyable, you know this. Puis le pire, c'est que j'ai souvent des gens qui m'écrivent qui sont profs. Ils sont là, Alex, comme j'ai des jeunes de ma classe qui te suivent, puis tu fais souvent des fautes. Est-ce que tu pourrais faire attention? Puis je suis comme, bro, je me force. Comme... Je suis tellement tête parce que, tu sais, avant, quand tu m'envoyais comme. Tu sais, quand on s'envoie les bios, quoi que ce soit qu'il faut écrire pour le podcast. Puis là, maintenant, c'est rendu que je te dis, envoie-moi le titre, parce que même dans un titre de 3, des fois, il y a des fautes, là. Mais là, je suis tellement pas bon, honnêtement, pour les fautes. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que dans mes quand t'appelles ça les textes, quand c'était pas une compréhension de texte, rédiger un texte, là. Ouais, tu vois, c'est quand ça fait longtemps que je peux être allé. Production écrite. Merci. Bon. Production écrite, j'avais 0 dans les fautes, mais j'avais comme 100% dans l'idée, puis comme la façon dont le texte était fait. Parce qu'ils enlèvent un maximum de 10%. Exact. C'est ça, exact. Fait que je finissais quand même par passer. Fait que français, ça allait bien, mais maths, j'étais pourri. Fait que j'étais aux adultes. Fait que j'ai manqué ma première session de cégep pour finir mes maths de 4 aux adultes. Puis, un coup, j'ai fini mes maths de 4, j'ai été au Terrebonne, cégep de Terrebonne, une session en sciences humaines, profil individu. Mêlé comme un jeu de cartes, le petit gars, aucune idée de ce qu'il a fait dans la vie. Puis, après une session, j'ai lâché, en fait. Ben, je dis j'ai lâché. Le cégep m'a lâché plus que je l'ai lâché, on s'entend. Je pense que ma cotère était de -7, là, si c'est possible. Honnêtement, je pense Non, parce que je savais pas, je comprenais rien. Genre. Je comprenais pas c'était quoi une cotère. Genre, je savais pas que ça pouvait m'affecter plus tard. Genre, genre je m'en fous. Ignorance is bliss. Honnêtement, ouais. Je pense sincèrement que j'ai pas passé un cours. Peut-être éduque que j'ai passé. Puis une année, j'avais eu 100% dans un test en histoire. Puis j'étais tellement hype, j'étais genre, man, j'ai eu fucking 100%. Puis le prof m'avait écrit, ton travail est très ordinaire, mais je t'ai donné 100 parce que t'es un des seuls qui a remis le travail. Oh, wow. Puis j'étais genre, thanks. C'était quel cégep, ça? Terrebonne. Ah ouais, ça arrive nord. Fait que j'ai lâché le cégep. Ce qui est arrivé un peu avant le cégep, mon rêve de jouer au hockey s'est vraiment écroulé, en fait. Parce que j'avais un parcours très, très normal au hockey. T'étais gardien de but, ouais? Ouais, j'étais gardien. Puis j'avais vraiment un beau parcours. Je faisais tout le temps l'élite, le meilleur niveau que tu vas faire. Je le faisais à chaque année. Puis rendu Pee-Wee à 12-13 ans, j'ai fait Pee-Wee 2A. Puis après ça, je suis monté Bantam. Puis c'est là que tout s'est mis à s'écrouler, en fait. Rendu Bantam 2A, je me suis fait couper. Bantam 2B, je me suis fait couper. Bantam 2C, je me suis fait couper. Sans vraiment aucune raison à chaque fois.
Puis un des coachs avec qui que j'ai remplacé quand j'étais à Tombe, il y avait une équipe Pee-Wee. J'ai remplacé avec lui, puis il y avait une équipe Midget. Puis il m'avait appelé, il m'a dit Alex, il dit j'ai entendu l'histoire que t'es arrivé, puis il dit je voulais savoir si ça te tentait de venir jouer Midget avec nous autres. Fait que j'avais dit oui. Fait que dans le fond, j'avais 13 ans, puis je jouais avec du monde de 15, 16, 17. Fait que, ils sont plus physiques, plus big. C'était fou, là. J'étais genre. Puis là, premier tournoi qu'on a à l'extérieur, j'arrive à. Je pense que c'était à Québec, on s'en fout, c'était où. J'arrive là-bas, ça fume du pot, ça boit de l'alcool. Moi, je suis là avec mon petit jus de pomme. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe ici? Genre, j'ai jamais vu de drogue de ma vie. Puis je suis comme, oh my god. Mais les gars étaient super cool pour eux. Ils étaient vraiment, vraiment chouettes avec moi. Il y a personne qui a essayé de me faire boire, de me faire prendre l'alcool. Non, ça, c'est cool. Tu sais, les gars étaient super cool. Fait que j'étais vraiment blessé cette année-là parce que même si j'étais un kid, les gars étaient incroyables avec moi. Puis même sur la glace, tu sais, les gars me protégeaient tout le temps, genre next level. Fait que j'étais super chanceux. Puis même encore aujourd'hui, j'ai gardé contact avec une couple de ces gars. C'est tellement beau l'esprit d'équipe. Ah, tellement. Pour vrai, cette année-là, j'ai été tellement chanceux. Puis même, c'était quelque chose qui stressait beaucoup mes parents parce que, veux pas, on s'entend, c'est pas le même game. Là, tu passes de 13 ans à 16, 17. Puis, tu sais, mes parents disaient au coach, comme, tu sais, Alex, il est vraiment jeune. Fait qu'il y a des choses qu'il n'a pas vues puis qu'il comprend pas que d'autres à cet âge-là comprennent. Ouais. Puis les coachs étaient comme, non, on va vraiment s'en occuper. Puis ça, vraiment, l'équipe était. Autant l'équipe que les coachs étaient incroyables avec moi. Fait que ça, j'étais super chanceux. Puis après ça, continuer mon parcours de fou. L'année d'après, j'avais eu une invitation Midget Espoir. Midget Espoir, c'est quoi? C'est les meilleurs 15 ans, dans le fond, de ta région. Un peu même affaire, je me suis fait couper, sans vraiment de raison un peu partout. Je me suis retrouvé encore Midget A. Puis après ça, l'année d'après, j'avais fait Midget 2C. Puis l'année d'après, ma 4e année Midget, qui était dans le fond mon année de 17 ans, là, j'avais fait Midget 2A. Puis après ça, j'avais eu 5 invitations Junior 3. J'ai été Junior 3 à Grimby. Puis j'avais été le dernier coupé. Mais en fait, j'avais le contrat de l'équipe. Puis il y a un gars qui est descendu Junior majeur qui n'était pas supposé descendre. Fait que là, par chance. Ouais, c'était par chance, évidemment. Fait que là, je me suis fait couper, j'ai été jouer Junior 2A. Rendu Junior 2A, je me suis comme un peu pogné avec le coach parce qu'il était vraiment... Mais t'as jamais abandonné après toute cette fois-là, coupé, toute cette bad luck-là, ouais. Tu voulais, là, oh my God. Mais tu sais, c'était vraiment mon rêve. J'étais genre, je vais jouer au hockey. C'était vraiment ça que je me disais. Moi, que je vais faire dans la vie, je vais jouer au hockey. Puis même rendu à 16, 17 ans, quand les gens me disaient, tu vas faire quoi dans la vie, j'étais genre, je vais jouer au hockey. C'était vraiment ça que je voulais faire. Puis je travaillais fort, puis tu sais, j'avais quand même des résultats parce que malgré tout ce qui m'arrivait, j'avais, tu sais, t'avais les invitations. C'est ça, tu sais. Fait que j'avais quand même, je me disais, puis même dans le fond, le coach que j'avais à l'époque, quand j'avais dit j'avais eu 5-6 invitations, c'était 5 ou 6 invitations que j'avais eues, puis t'es comme pour un gars Midget 2A, ça arrive pas. Habituellement, t'en as une maximum. Là, j'en avais 5-6. Fait que j'avais quand même des choix qui s'ouvraient à moi. Fait que je suis en crime, tu sais, il y a quelque chose quand même. J'avais aussi une invitation au collège. C'était quoi? C'était Lionel Giroux qui m'avait invité. Puis quand j'avais été au camp, le coach qui m'avait invité s'était fait renvoyer. Genre, tu sais, il n'y a rien qui fonctionnait. Il n'y a rien qui fonctionnait. Tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça qui est dur quand on parle de nos parcours globalement. Là, c'est de savoir quand il faut pousser encore plus ou quand c'est le temps de comme juste te dire que c'est pas une avenue qui est bonne pour moi. Exact. C'est toujours dur parce qu'après, t'as toujours l'impression que t'abandonnes. T'es comme non, je veux pas être quelqu'un qui give up. Fait que tu pousses plus, mais c'est comme la vie qui t'envoie plein de signes. Yo, wrong way. Genre, va quelque part d'autre. Exact. C'est ça qui a dit ça parce que à ce moment-là, je comprenais pas. J'étais genre non, c'est pas normal que ça m'arrive. Puis je poussais. Puis Junior 3, quand je me suis fait. En fait, quand les Inuits n'ont pas eu le choix de me couper à l'autre qui arrivait, le directeur général m'a appelé personnellement, puis il m'a dit Alex, il dit, tu nous as vraiment surpris au camp. Puis il dit on veut pas te laisser comme partir de même. Fait qu'il dit on a un des actionnaires de les Inuits qui a une équipe au Connecticut, puis qui serait prêt à te prendre. Ouais. Mais tu sais, en même temps, mon rêve s'est réalisé un peu. J'étais genre, je m'en allais jouer au hockey au Connecticut. Puis j'ai tellement eu peur que j'ai dit non. J'ai juste choke. J'étais genre, je parle pas anglais. C'est le déménagement, ouais. Ouais, tu sais, le déménagement, je parlais pas anglais. J'étais loin de tout le monde. T'as 17 ans, tu sais, t'es encore vraiment innocent de la vie. J'avais une blonde aussi, ma même blonde que depuis 15 ans, genre. Ouais. Fait que tout ça me faisait peur. Fait que j'avais dit non. Puis on dirait après ça, l'année d'après, j'ai joué une dernière année après. Puis après ça, j'ai arrêté. Puis c'était tough parce que c'était genre mon rêve d'enfance qui se termine un peu de façon moche, tu sais, parce que ça a juste mal fini, en fait. Puis après ça, cette année-là, quand j'ai dit non au Connecticut, j'étais dans un bar avec un chum. En fait, il me forçait dans un bar parce qu'il voulait pas y aller. Il voulait pas y aller tout seul parce qu'il était en amour avec une fille. Puis moi, ça me tentait zéro d'y aller. C'était un bar qui fait quand même ça habillé chic à l'époque. Puis j'étais arrivé là habillé tout croche. Puis dans l'espoir qu'il me laisse pas rentrer, finalement, on me laissait rentrer.
Puis le directeur de mon ancienne agence était là, puis il me scout comme mannequin. Puis il est venu me voir, il m'a dit t'as-tu déjà pensé être mannequin? Puis je suis parti à rire. Genre, il est fou, là, s'il me voit pas à face. Puis, mon Dieu. Fait que t'as juste approché. Vraiment random de même, ouais. Dans le fond, il me fixait au loin. Puis à un moment donné, je me suis tourné, puis j'ai commis un eye contact avec lui. Puis je fais penser à quelqu'un. Là, je me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis tourné, j'ai continué à jaser. Puis après ça, quand je me suis retourné, il était rendu comme à 3 pouces de ma face. Puis j'étais genre, oui, bonjour. Puis c'est là, il m'a dit, allô, il dit moi, je suis propriétaire d'une des plus grosses agences de mannequins à Montréal. Il dit, t'as-tu déjà pensé à être mannequin? Puis genre, il est chaud, lui. J'étais genre, non, man. Il m'a dit, si quelque chose t'intéresse. Puis j'étais genre, why not? Puis ma mère m'en avait déjà parlé. T'as comment tu avais essayé comme mannequin? Mais j'étais genre, tu me dis ça parce que c'était ma mère et non parce que clairement. J'étais genre, of course, là. La mère pense toujours qu'on est les plus beaux. Ben, c'est ça, tu sais, exact. Fait que c'est pas, j'étais comme, t'es pas objective, là, on s'entend. Fait que j'ai été passé le lendemain, la semaine d'après, j'ai été prendre des photos. Puis un mois après, il me semble que c'était autour de Noël ou juste après Noël, ils m'ont appelé et m'ont dit qu'ils me signaient comme mannequin. Fait que mon nouveau milieu a commencé de même. J'ai lâché l'école aussi. J'avais laissé mon ex de l'époque. Fait que, parce que t'es devenu mannequin. non, c'est ça. I was too good for her, non, c'est puis après ça, j'ai commencé à travailler pour mon père. Mon père avait un restaurant à l'époque. Fait que j'ai commencé à travailler pour lui pour faire quelque chose, en fait, parce que je faisais absolument rien. C'est vraiment... puis mes parents me disaient, si tu vas pas à l'école, il faut au moins que tu travailles. Fait que c'était logique aussi. Puis fait que je travaillais au restaurant de mon père. Je faisais des pizzas. Yeah. Mes pizzas étaient tellement belles, man, puis étaient tellement bonnes. Genre, je te dis... Gotta see it to believe it. Ah ouais, pour vrai, faut que je te fasse une pizza monnaie. Je suis down. Puis... fait que ça a commencé comme ça. Après ça, quand j'ai arrêté de travailler au restaurant mon père, j'ai commencé à travailler avec des chums dans un aréna. J'étais dans un pro-shop, fait que j'exais les patins. Puis au début, je suis passé à mop dans l'aréna. Fait que c'était vraiment... Dans le fond, j'étais comme concierge. Puis après ça, Calvin Klein est arrivé. Fait que... ouais. Fait que j'ai été... en fait, l'histoire de Calvin Klein, ce qui est arrivé exactement, c'est que j'étais chez nous, dans ma cuisine. Honnêtement, je me suis dit ça toute ma vie. J'étais dans ma cuisine. Puis quand tu as un casting, dans le fond, un casting, c'est comme une entrevue. Ouais. Ton agent t'écrit, puis il est comme, bon, casting sur la rue, je sais pas, on va dire, la rue Chamberlain à 14h avec tel client. Ouais, puis c'est toujours last minute. C'est toujours last minute. C'est tout le temps la veille ou 2 journées avant. Fait que j'étais habitué à recevoir ce courriel-là. Puis à un moment donné, j'en reçois un courriel. Puis là, j'ouvre le courriel, ça dit emplacement New York, client Calvin Klein. Oh mon Dieu. Puis là, je suis comme. Toi, t'es comme c'est un spam, là. Ouais, là, je suis comme. Je clique sur l'écran, je suis comme, il y a un bug, tu sais, je suis comme pas bon client. Fait que là, je l'appelle, je suis comme, est-ce que c'est vraiment Calvin Klein à New York? Il est comme, ouais, il dit, faut que tu partes demain, puis il dit, faut que tu partes avec un de tes chums. Parce que j'avais pas de visa à cette époque-là, fait que je pouvais pas aller aux États-Unis comme je voulais. Fait qu'il dit, pars avec un de tes chums, il dit comme ça va être moins louche que si tu partais de seul. Puis il dit, anyway, tu t'en vas pas travailler, c'est juste un casting. Fait qu'il dit rien de fait, mais il dit, tu vas avoir moins de problèmes pour rentrer si tu vas avec un de tes chums. Ouais. Fait que je suis comme, OK, parfait. Fait que le lendemain, en fait, le soir même, j'appelle un de mes chums, je suis comme, Big, on s'en va à New York demain. Il est comme, what the fuck, OK. Fait que je pars à New York avec lui. Puis ce qui était vraiment drôle, c'est qu'un mois avant ça, mon ancienne agence... En fait, c'est du pseudo, je vais dire. Je t'en parle avec eux, puis c'est une très bonne agence. J'ai vraiment rien contre eux, en fait. Du pseudo nous a fait remplir une fiche. Puis dans la fiche, ça disait tes hobbies, ton client de rêve, ta musique préférée, tu sais, on a fait le même. Puis une des questions était ton client avec qui tu aimerais le plus travailler, donc ton client de rêve. Ouais. Puis j'avais écrit Calvin Klein. J'étais genre, en plus, c'est la manifestation. Ouais, vraiment. Puis je m'étais dit un jour, je vais travailler avec Calvin Klein. Fait qu'un mois après ça, j'ai eu ce casting-là. J'arrive au casting sans vraiment aucune expectation parce que, je veux dire, c'est New York, c'est un autre game. Surtout dans le milieu de la mode, c'est vraiment... J'enlève rien au marché de Montréal, mais comme tu passes de Montréal à New York, comme tu as step up ton game. Il y a plus de mannequins, il y a plus de monde, il y a plus de choix, il y a plus d'expérience. C'est vraiment un autre niveau. Puis je suis arrivé là. Puis, dans le fond, il y était 2 casting directors. Casting directors étant ceux engagés par la compagnie pour choisir les mannequins. Eux, dans le fond, ce que pas le styliste, mais le designer fait, il dit, la collection cette année va ressembler à ça. Fait que je recherche des gars de 6 pieds 2 en montant, avec les cheveux longs, blonds, les yeux bleus, puis une moustache, mettons. Ouais. Fait que, dans le fond, eux autres, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils recherchent ce que le client demande. Fait que j'arrive là, on est peut-être 3 ou 4, genre c'était vraiment bizarre. Puis c'est dans un bureau en plus, fait qu'il y avait plein de monde, j'étais super gêné parce que ça faisait pas vraiment longtemps, ça faisait un
un an ou deux, je suis dans le milieu, puis j'avais pas beaucoup d'expérience vraiment avec les défilés. Puis, en fait, c'était ma première fois avec des clients internationaux. Fait que, tu sais, j'étais vraiment stressé. C'était quand même clean, finalement. Ben oui. Fait que je marche une fois. Elle me dit, OK, mais puis là, dans le fond, la casting director, elle dit, marche une deuxième fois plus vite, puis plus d'assurance. Fait que je marche une deuxième fois. Elle me dit encore plus d'assurance. Troisième fois, quatrième fois. La quatrième fois, elle dit, OK, c'est bon. Elle dit, on s'en va cet après-midi à 2h. Fait que là, je suis comme, OK, j'ai un autre casting avec eux. Je suis comme, what the fuck? T'es quand même regardé. Ouais, ça, je suis quand même regardé, OK. Là, à 2h, je retourne à l'autre casting. Mais là, finalement, je rentre, puis on est comme 30 gars. Puis c'est tous des gars qui se connaissent, parce que c'est tout du monde de New York. Moi, je suis tout seul de Montréal avec mon book de Montréal. Genre, dans le fond, notre book, c'est comme notre carte d'affaires. Puis ils ont tous, tu sais, j'en regarde leur book, c'est tous des gars de New York, puis c'est tous des gars qui ont de l'expérience, c'est tous des gars que j'ai déjà vus sur des billboards. Je suis comme, qu'est-ce que je fais ici, là? Puis là, encore une affaire, ils disent, OK, il faut vous marcher. Mais là, tu sais, tout le monde marche devant tout le monde, fait que tout le monde se check, puis je suis comme vraiment stressé parce que c'est la première fois que j'ai un OCO casting devant moi, genre. Fait que là, je marche, là, tout le monde marche. Puis après ça, ils disent, OK, un coup que vous avez tout passé, allez dans la salle principale, puis ceux qu'on garde vont être appelés, puis ceux qu'on garde pas, comme allez-vous-en. Ils rentrent dans la pièce. Je pense qu'ils appellent 6 gars, genre sur 30. Puis ils sont comme Mathieu, Boris, Jacques, Marc, Alex, le Bay. J'ai-tu bien entendu, moi, là? Fait que là, je regarde autour de moi, je suis comme, holy shit. T'es comme, y a-tu un autre Alex? Ouais, je suis comme, y a-tu un autre Alex? Y a-tu un autre qui va se lever? Fait que là, tous les gars se lèvent, s'en vont tous, puis je suis comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe ici? Fait que là, ils viennent me voir, c'est OK, on va te demander de remarcher puis de faire une vidéo. Fait que là, fais une vidéo en anglais. Je parlais en anglais comme une vache espagnole à l'époque. C'était pas de toute beauté. Je suis comme, regarde, c'est le mieux que je peux faire. Un coup que ça a été fait, la casting director est venue me voir. Elle m'a dit, viens avec moi. Elle dit, on va te faire marcher devant le client. Elle me fait marcher devant le client. Mais l'affaire, c'est que j'ai aucune idée c'est qui, là. Mais c'était Italo, puis Italo était le designer de Calvin Klein depuis genre 1 million d'années. Puis je pense que le fait que je savais pas c'était qui, c'était bon, là, parce que j'aurais peut-être été plus stressé à voir c'était qui. Genre. Fait que dans le fond, ils m'ont mis un veston, puis ils m'ont fait marcher. Puis après ça, ils ont pris mes informations, mon courriel, mon agence. Puis c'était drôle parce que quand ils m'ont donné mon agence, puis j'ai dit du CEDO, il était comme... Ouais, what is that? C'est exact, c'était comme, who the fuck is... C'est ça, tu sais. Puis genre, c'est une agence de Montréal. Puis là, quand j'ai dit Montréal, ils sont comme, the fuck, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Fait que, tu sais, il y avait comme rien qui faisait du sens. Fait qu'ils ont dit, OK, parfait. Fait que là, je suis revenu à la maison. Pas de nouvelles, rien pendant 1 mois, genre. Puis après ça, j'en parle, j'ai encore des frissons. Puis après ça, mon agent Karim m'appelle, il me dit, Alex, il dit, faut que tu viennes à l'agence, il faut qu'on parle de quelque chose. Il dit, en plus, c'était random, il m'avait dit une affaire, il faut qu'on parle, on a un chèque, on te doit un chèque, puis on va parler de comme qu'est-ce que tu aimerais avec l'agence pour le futur. Tu sais, c'était vraiment quelque chose de pas rapport. Quelque chose de vague, là, ouais. Exact, quelque chose de vague. Fait que je suis comme, OK. Fait que j'arrive là, on s'assoit dans... Du CEDA avait une super... j'imagine qu'ils ont encore une super de belle salle dans les bureaux. On s'assoit là, commence à jaser. Bon, on parle, jase, mais rien de vraiment concret, tu sais. Ouais. Je suis comme, OK, il voulait me jaser puis me donner mon chèque, tu sais. Fait que là, avant que je parte, il dit attends, il dit l'équipe, il dit faut que je dise quelque chose à l'équipe. Je suis comme, OK. Là, je m'en vais avec lui voir l'équipe. Il me dit, bon, il dit Alex, c'est avec nous autres. Puis il se met à parler à tout le monde. Puis moi, je suis à côté de lui, debout. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'il fait, man? Il est comme, Alex est venu ici, il dit, pour parler de son futur. Puis il est venu chercher un chèque. Mais il dit, il y a quelque chose qu'il ne sait pas, qu'on n'a pas encore annoncé. C'est qu'il est le prochain exclusif mondial de Calvin Klein. Puis c'est la première fois qu'un Québécois est signé de Montréal avec Calvin Klein comme exclusif mondial. Puis quand il m'a dit ça, là, man, mes genoux ont lâché. J'étais comme, sûr, holy là. shit. Je suis devenu mannequin international. Ouais, très, très. Puis là, tout le monde s'est mis à applaudir. Puis j'étais genre, honnêtement, je réalisais pas. Genre, j'étais juste assis. J'ai une photo de lui, avec lui. J'étais assis, on est assis à côté d'autre, on a le gros sourire. Puis j'ai aucune idée de ce qui se passe. Je suis comme, est-ce que c'est dreams vraiment... come true, ça fait aucun sens. Vraiment, vraiment. Là. Puis, fait que là, un coup que ça s'est fait, je viens dans le bureau avec lui. Puis comme, juste que tu saches que le jour que tu es revenu, j'étais déjà en train de négocier ton contrat. Ça fait 1 mois que j'étais en back and forth avec eux, que je négocie ton contrat. Puis il dit, les deux castings, dans le fond, c'était quoi leur nom? C'était Kim et... la fille, c'était Kim. Puis le gars, c'était quoi son nom? J'ai oublié le nom du gars. Les deux casting directors, ils sont vraiment tombés en amour avec toi. Il dit, depuis que t'es parti, je négocie ton contrat. J'étais comme, oh mon Dieu. Fait que 1 mois après, je suis parti à Milan. C'était la première fois que je partais tout seul, la première fois que je partais en Europe
Puis, première fois que j'entendais du monde parler italien, finalement. Ouais. J'arrive de l'aéroport. Puis ça va passer, tout le monde pense que c'est ultra glamour. Là, le milieu de la mode pense que j'avais 3 limousines qui m'attendaient. Il n'y a pas personne qui m'attendait. Non, tu prends ton taxi. C'est ça, je prends mon taxi comme tout le monde. Là. Fait que j'ai pris mon taxi, j'étais arrivé à l'hôtel. Calvin Klein avait booké l'hôtel, avait booké mon vol. Ils me payaient. Toutes mes dépenses étaient payées par eux. Ma bouffe était payée par eux. C'était vraiment... J'appartenais à eux pour toute la saison. Puis tout était fourni, en fait. Fait que j'arrive à l'hôtel, je rentre dans l'hôtel, on est 3 dans une chambre avec 3 lits simples. C'était quand même drôle, c'était quand même vraiment drôle. Tu sais, tout le monde Moi, j'imaginais genre la grosse penthouse suite avec genre le king size bed à toi tout seul. Exact, c'est ce que les gens pensaient, mais non, c'était une toute petite chambre qu'on avait à 3, puis on avait 3 lits simples. Puis en Europe, c'est des prises qui sont différentes des nôtres, tu sais. Fait que moi, j'arrive là, puis j'ai ma petite prise normale, puis je suis comme, what the fuck is that? Là, j'ai regardé. Ok, t'as pas essayé de la mettre au moins. Non, j'ai pas essayé. Non, mais tu sais, anyway, c'est genre 4 fois plus haut, fait que ça me rentre pas anyway, là. Fait que j'étais genre, ok, c'est quoi ça? Fait que là, j'avais été voir une femme qui faisait l'entretien ménager, puis j'ai dit, moi, j'arrive du Canada, puis je suis comme, c'est pas les mêmes prises, puis là, je monte ma prise, puis comme, what the fuck is that? Après ça, j'étais au bureau de Calvin Klein, puis je suis resté là toute la semaine. Dans le fond, le soir, quand tous les autres mannequins partaient, nous, on rentrait, puis c'est là qu'ils nous faisaient essayer notre linge, puis qu'on marchait notre linge, puis qu'on testait le linge. Parce que dans le fond, quand t'es exclusif mondial, t'appartiens à la compagnie, puis t'es un peu comme la surprise de la compagnie, fait que personne te voit. Puis Calvin Klein étant une compagnie très renommée, ben, il y avait souvent des gens de la presse ou des journalistes qui étaient là. Fait qu'on nous autres, on était cachés d'eux. Puis la journée du défilé, honnêtement, je pense que j'ai passé dans tous les journaux de Milan sans même le savoir. Oh, il y avait tellement de monde, il y avait tellement de presse, il y avait tellement de gens qui nous prennent en photo. C'était fou pour eux. C'était vraiment un rêve complètement... Un rêve fou qui était devenu réalisé. Puis ça s'est fait tellement plus vite que je pensais. Le défilé a pris 10 minutes. Puis c'est fou parce que t'es une semaine à te préparer pour 10 minutes. 10 minutes de rock. Puis ça s'est fait tellement vite que j'ai même pas eu le temps d'être stressé, genre. Oh, mon Dieu. Comme je te dis, j'ai marché, je suis revenu, je suis remarché, je suis revenu, je suis remarché, puis c'était fini. Là. J'étais genre, oh shit, c'est déjà fait. Puis c'est fou parce que quand tu marches, puis t'arrives en arrière, t'es comme un poteau. Genre, tu n'as qu'un poteau, puis tout le monde te déshabille. Tout le monde c'est comme ça, automatique. Ouais, je te pensais dans les jeux vidéo quand t'habilles ton personnage, là, t'avais comme... Exactement ça. Fait que un coup, ça a été fini. J'ai signé avec une agence de New York, j'ai signé avec une agence de Londres, j'ai signé avec une agence de Milan. Fait que là, c'est comme ça. Vraiment starté, c'est vraiment ça qui m'a starté, exact. Puis il veut pas, Calvin Klein donne une notoriété puis un exposure mondial. Puis c'est ce qui a aidé, en fait, c'est que toutes les agences regardent ces gros défilés-là. Fait que c'est même que je me suis fait spot par toutes ces agences-là. Fait que j'ai signé un peu partout. Je pensais que mon rêve devenait réalité puis que j'étais pour commencer à vivre vraiment du milieu de la mode. En revenant à la maison, j'ai fait toutes les radios possibles, tous les journaux possibles, tous les magazines possibles. Puis j'ai passé à la télé aussi. J'avais été en mode Salvaille avec ça. En mode Salvaille? Ah ouais? Ouais, j'ai fait en mode Salvaille avec ça. C'est sûr, je regarde cet épisode-là. Tu m'as jamais dit ça? Non, j'ai passé en mode Salvaille. Fait que, tu sais, c'était fou parce que tout arrivait tellement vite. Je suis revenu... Dans le fond, j'ai quitté l'aéroport. Quand j'ai ouvert mon téléphone, honnêtement, je me sentais comme Justin Bieber. Genre. Mon téléphone popait de partout. Genre, Instagram, je pense que j'avais 7 abonnés à l'époque, puis ça arrêtait pas de... À chaque fois que je faisais un swipe, j'avais comme 1000 abonnés de plus, puis j'étais genre, qu'est-ce qui se passe ici? C'était complètement cinglé, honnêtement. Ouais. Facebook, même affaire, tous mes réseaux explosaient, puis j'étais genre, aïe. J'avais du monde qui m'avait pas parlé depuis du secondaire, qui m'écrivait vraiment félicitations pour Calvin Klein, puis j'étais genre, comment est-ce que vous êtes au courant de ça? Ouais. Puis quand j'ai ouvert Facebook, j'ai vu tous les articles sortir. Le lendemain, j'avais j'étais dans les journaux, dans des magazines, puis j'étais genre... Je capotais, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe ici? Quand je suis atterri, mon agent m'a appelé, il était comme, là, demain, tu t'en viens à l'agence, tu as 2 entrevues, 3 entrevues radio, 2 journaux, puis genre, la semaine après que j'étais revenu, j'avais même pas été voir ma famille encore parce que j'avais trop de trucs. Je te dis, je me sentais comme Justin Bieber. J'étais genre, bro, j'étais une vedette, moi, là. Ben oui. Puis finalement, après ça, je suis retourné travailler à l'Arena parce que c'était vraiment pas si exceptionnel que ça. Fait que ça m'a vraiment ramené sur terre. Après Calvin Klein, j'ai été 8 mois sans travailler. Fait que, wow. Ouais, j'ai été 8 mois sans travailler. J'avais pas mon visa américain, fait que je pouvais pas partir aux États-Unis. Après ça, j'étais passé l'été à New York quand j'ai finalement eu mon visa. Ça a été quand même bien. J'ai eu une couple de contrats, mais c'était tous des magazines. Fait que les magazines, tu fais pas d'argent. Ouais, je comprends. Je suis revenu au point de départ, en fait. Après ça, j'avais été à Londres puis à Milan pour le Fashion Week d'hiver.
J'avais absolument rien fait là. Fait que ça m'avait coûté super cher. Mais comme tu sais, Londres coûte une fortune. Ouais, c'est la pire affaire au monde. C'est la pire affaire. Fait que, ça m'avait coûté super cher. J'avais pas d'argent. Fait que je suis revenu à la maison un peu démoralisé parce que ça m'avait coûté très cher. J'avais pas fait une scène. Puis surtout, à ce moment-là, disons que je roulais pas sur l'or. Tu sais, je travaillais à l'Arena au salaire minimum. Fait que je faisais pas des millions, on s'entend. Puis après ça, en fait, j'ai été à Londres, Milan. Ça n'a pas bien été. Après ça, j'ai été à New York en été. C'est pour ça que je dis ça a bien puis ça a mal été parce que j'ai fait des magazines, mais ça n'a pas été payant. Fait qu'encore une fois, ça m'a coûté très cher. Je suis revenu à la maison. Après ça, l'hiver, j'ai été à New York. Puis c'est là, en fait, avant ça, je m'étais fait une blonde. Puis c'est là qu'on était très médiatisés, puis que les gens en plus commençaient à me connaître comme influenceur. Ouais, comme influenceur. À ce niveau-là, parce que j'avais un public vraiment différent avant ma relation avec Ali, on va dire, on va arrêter de jouer ces mots. Ah, nous, tout le monde sait que c'est ça, dire son nom. C'est ça, exact. Say her name. C'est ça. Avant ma relation avec Ali, j'avais un public qui était très focusé sur le milieu de la mode. Puis avec elle, ça a beaucoup changé. Là, c'était plus des jeunes, c'était plus des gens qui s'intéressaient au voyage. Fait que c'était vraiment un autre type de personnes qui avaient commencé à me suivre. Fait que ça a vraiment changé mon crowd. Fait que ça permet à des gens de me connaître sur vraiment une autre facette parce que c'était pas le même public du tout. Puis en même temps, les gens qui me suivaient pour le milieu mode, ben là, ont comme perdu un peu ça parce que maintenant, je mets moins de trucs mode, mais plus de trucs voyage puis de tous les jours. Fait que ça a vraiment changé mon crowd. Un coup que ma relation avec elle s'est terminée, ça a fini. Ça a mal fini. J'ai arrêté de jouer ces mots aussi. Là. Ça a mal fini. Je suis parti à New York. Il n'y a rien qui fonctionnait, honnêtement. C'était vraiment... Je suis parti à New York un peu comme un échappatoire, mais finalement, ça a été juste de pire en pire, en fait. Ça venait de se terminer avec Ali. Fait que déjà, ça allait pas super bien. Ça m'a coûté le peu que j'avais. Fait que j'avais pas une scène. Je dormais sur le divan de mon agent parce que j'avais pas les moyens d'avoir un Airbnb ou d'avoir un appart. L'appartement de mannequin de mon agence était déjà plein, fait que je pouvais pas habiter là. À la maison, ça allait pas super bien non plus. Mais que ça, c'est vrai. Est-ce que tu dirais que c'est à ce moment-là que tu avais atteint le plus creux de ta vie? Ouais, honnêtement, ouais. C'est fou que ce soit après Calvin Klein. Tu vois, ces histoires-là, tu penses que le creux, ça aurait été genre, je me fais renvoyer du cégep, le pic, c'est Calvin Klein, puis tu roules sur l'or après. Mais dans le fond, non, tu sais, la vie, c'est vraiment des hauts et des bas. Puis là, t'as hit un pic, puis tout de suite après, la drop est juste encore plus profond. Vraiment. Ah non, je me souviens, là, j'en parle, j'ai encore des frissons. J'étais couché sur le divan, puis j'étais genre, man, j'ai 23 ans, j'ai à peu près 40$ devant moi dans mon compte de banque. J'ai pas d'études, j'ai pas de job, j'ai rien. Tu sais, je suis comme, j'ai absolument rien. Puis j'étais genre, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'habite encore chez mon papa. Mon papa paye encore mes trucs parce que clairement, j'ai pas le moyen d'avoir quelque chose, tu sais. Fait que j'étais genre, wow! Je suis revenu de New York, ce qui me restait, en fait, je l'ai mis en gaz. Puis la seule affaire que je priais, c'est qu'il me restait assez d'argent pour me rendre chez nous. J'étais genre, j'espère sincèrement, je vais avoir assez d'argent pour me rendre à la maison. Mes cartes de crédit étaient pleines. Je suis arrivé chez nous, j'ai fait comme ça un été à mes parents. J'étais dans ma chambre, j'étais genre, aïe, man, ça va tellement pas bien. Puis en plus, j'étais blessé au genou, fait que je ne pouvais pas m'entraîner. Il n'y a rien qui fonctionnait. Il n'y a absolument rien qui fonctionnait. Tu peux même pas te défouler en allant courir. Exact. Genre, comme je pouvais rien faire. Puis après ça, j'ai eu l'idée de faire des carpools. Puis ça a été, ça a été vraiment un switch. Boum, vraiment. Attends, ça, c'était carpool? Fait que, dans le fond, OK, c'était vraiment... Fait que quand je t'ai rencontré, t'étais dans ce creux-là? Ouais. Oh my God, ça paraissait tellement... Mais exact, tu sais, je suis juste vraiment bon pour cacher mes... Ouais, parce que je veux dire, t'étais déjà influenceur, t'étais déjà très connu sur les réseaux sociaux. Fait que j'aurais vraiment cru qu'à ce moment-là, tu roulais déjà super bien. J'avais aucune scène. Je te dis, que j'avais maximum 100$. C'est incroyable, j'en reviens pas. C'est ça, tu sais, je disais, quand j'ai fait mes stories récemment, ça, je disais, je suis comme, tu sais, j'essaie de rester positif sur les réseaux sociaux puis montrer le bon côté, mais ça allait pas bien, là. Comme il n'y a rien qui allait bien, là. J'aurais jamais cru ça. Ouais. En plus, quand t'as commencé les carpools, c'est qu'on était déjà proches. Même pas qu'on venait de se rencontrer. Là, c'était « Oh my God, OK, je suis vraiment choqué, j'en reviens pas. » Ouais, enfin, j'avais pas une scène, j'avais absolument rien. J'ai eu une commandite avec Mercedes. Puis, dans le fond, j'ai commencé à faire des carpools de même. Puis les carpools, honnêtement, je pense vraiment que c'est ce qui m'a mis sur la map. Ouais. Genre, plus j'y pense, je pense sincèrement que c'est ce qui m'a mis sur la map. Parce que depuis que j'ai fait ça,
tout, je vais toucher du bois, là. Ouais. Mais genre, les choses ont vraiment explosé. C'est là que ça a explosé. Je pense sincèrement que c'est là que ça a commencé. Et c'est vraiment fou. Ok, j'aurais jamais cru que c'était ça l'élément déclencheur. Ouais. Dans ma tête, c'était comme ça pour te garder, genre, afloat, mais. Non. C'est ça que c'était ça ton comment pour moi. Ouais. Je pense vraiment que. Puis encore à ce jour, je suis vraiment persuadé que c'est ça. Ouais. Quand je suis revenu de New York, j'avais eu un contrat d'influenceur qui m'avait donné 600 $. Puis j'avais eu à payer 400 $ US de remorquage à cause que mon auto s'est fait remorquer. En plus. Fait qu'il me restait ça, il me restait à peu près 50 ou 100 $. Puis j'ai mis 50 $ de gaz, puis j'ai été me chercher quelque chose à manger. Fait qu'il me restait comme 20 $. Là. C'est pour ça que je te dis, genre, je priais pour avoir assez de gaz dans la maison. Là. J'avais rien, là. Wow. Ouais. Fait que J'en reviens pas. Fait que là, les carpools m'ont parti. J'ai eu vraiment des beaux contrats. J'ai commencé ma compagnie de même. Puis, here I am. Take it to the top. Ouais, take it to the top, ouais. Ok, c'est vraiment fou. Le plot twist de la fin, là, moi, j'étais certain que ça faisait au moins comme 4-5 ans que comme ça allait vraiment bien. Non. Ouais. Crazy. Ouais. Ça va être tellement chaud que je suis tellement... Non, mais j'en reviens pas parce que je trouve que c'est vraiment beau parce que ça montre comment, tu sais, ça, même quand ça a super bien été, ça crash. Ouais. Puis après ça, entre le moment où tu étais dans ton plus bas puis maintenant que tu es à ton pic, ça a pris comme rien, un claquement de doigts. Ouais. J'ai fait ma livre, là, en parlant encore une fois. Mais, tu sais, je pense que... Ça, je parlais de ça hier un peu avec Julie. Je pense que c'est beaucoup la résilience puis la foi. Genre, tu sais, quand j'étais couché à New York, genre, j'avais foi. J'étais genre, une année, je vais rire de ce moment-là. Ouais. Je vais rire de ce qui se passe vraiment. Puis aujourd'hui, tu sais, j'en parle. J'en ris pas parce que je me dis, même si présentement ça va bien, ça fait partie de moi, puis je veux pas retourner là. Fait que c'est chose qui me fait vraiment peur. Puis c'est aussi d'être assez humble pour savoir que ça se peut que ça aille plus bien. Oui, mais exact. Il faut pas que tu commences à croire que tout ce que tu as t'est dû. Non, exact. Pas du tout. Je pense que tout ce que j'ai, j'allais travailler. Puis tout ce que j'ai fait en sorte que ça fonctionne bien. Puis je pense que ces parties plus difficiles-là ont aidé à être la personne aujourd'hui que je suis. Puis souvent, on en rit, puis je le dis que je suis cheap. Mais c'est pas, je sais ça a été quoi avoir pas un sou devant moi. Fait que maintenant que j'en ai, je veux pas dépenser dans n'importe quoi. Mais t'es quand même cheap. Oui, 100%. C'est le gars le plus cheap que j'ai vu de ma vie, là. Genre, quand je magasine, il faut pas qu'il soit là parce qu'il va m'empêcher de tout acheter. Littéralement. Tu vois quelque chose, 90% de rabais, ça passe de 120 $ à 12 $. Il va me regarder, il va faire comme 12 $, t'es-tu malade? Oh non. T'es le pire, honnêtement. À chaque fois que t'achètes de quoi, je suis content, je fais un party. Bon, ton histoire à toi maintenant. Fait que moi, c'est vraiment moi. J'ai pas été à Milan, j'ai pas été exclusif mondial. On a deux parcours vraiment différents, mais c'est ça qui est cool aussi. Là. Ouais. Moi, on commence way back, on part du spermatozoïde. Là. Ouais. OK, good. Fait qu'on parle des années 80. Spermatozoïde, je suis né. Boum, je suis allé à l'école parce que c'est ce qu'on fait dès qu'on est. Puis après, au primaire, j'étais... Ben, je peux le dire, j'étais vraiment le bolé. J'étais le premier de classe, j'étais le chouchou de tous les profs, straight A's partout. Oh shit. Ouais, j'étais à vraiment une école primaire que j'ai aimée. J'ai adoré, je pense que c'était les plus beaux jours de ma vie, legit. Tout le monde était super gentil. Tu sais, c'est sûr, dans le primaire, comment ça marche, comment t'es le chouchou, tu te fais niaiser un peu, mais pas plus que ça. Je pense que j'en avais parlé aussi, j'étais bon dans les sports, puis whatever, il y avait des filles qui me trouvaient cute, fait que je connaissais beaucoup de filles. Moi aussi, j'étais un peu comme toi, que comme j'étais aimé des gars et des filles, ce qui faisait en sorte que j'ai jamais été rejet à cause de ça. Tu sais, c'est important qui court vite, puis qui est bon dans le sport, qui tu veux dans ton équipe de ballon chasseur. Fait que juste basé là-dessus, j'avais des amis. Puis après ça, c'est ça, tout mon primaire, assez facile. Je pense que j'ai jamais vraiment travaillé à l'école. Ça venait, ça me venait, à ce point-là? Ouais, ça me venait juste vraiment naturellement. Okay. Puis même au secondaire, c'est la même chose. Je faisais vraiment pas grand-chose. Tu sais, j'étais vraiment le gars qui apprenait qu'on avait un examen la journée même, puis j'avais un A pareil. J'ai jamais rien fait. Puis au secondaire, je suis allé au collège français. J'ai fait secondaire 1 à 3 au collège français en sport-études soccer. Puis mes parents, tu sais, j'avais des problèmes aussi avec un coach après la deuxième année en sport-études. Fait que là, ils voulaient me changer d'école parce qu'ils trouvaient aussi que je travaillais pas assez fort. Obviously. Fait que là, ils m'ont switché d'école puis ils m'ont envoyé à Du-Rocher pour faire mon 4 et 5. Puis là-bas, t'avais tes maths fortes. Dans mon temps, c'était 4,36. Je pense que c'est encore la même chose. M'en passe à la bonne personne. Ouais, c'est exactement. Mais après ça, à Du-Rocher, il y avait comme un 4,41 puis un 5,41 qui était un maths super strong.
Puis là, juste basé là-dessus, mes parents étaient comme, on va t'envoyer là-bas, tu vas travailler là-dessus, puis on va te mettre enrichi dans tout au complet pour être sûr que comme tu travailles, parce qu'ils trouvaient que c'était pas bon que je travaillais pas. Tu sais, c'est beau avoir des bonnes notes, mais c'est parce qu'à un certain moment, tu vas arriver à un point où, genre, si tu travailles pas, t'as pas de résultat. Ouais, 100%. So, ils m'ont envoyé là-bas, puis même là, bro, je foutais rien, puis j'avais des bonnes notes pareil, ça me venait juste vraiment naturellement. Okay. Puis je pense que je l'ai vraiment pris pour acquis, parce que arrivé au cégep, c'est à ce moment-là. Ah, puis parcours côté sportif, je jouais au hockey puis au soccer. Hockey, je jouais juste A parce que j'étais élite au soccer, je pouvais pas vraiment faire les deux. Je me suis fait couper à un certain moment quand c'était rendu pour les équipes triple A régionales. Puis moi, j'ai pas fait comme toi. Là. Moi, honnêtement, là, je me suis fait couper une fois. Il y a une fois où je pense que, tu sais, je peux rien enlever à personne. Les équipes étaient très fortes. Les joueurs étaient tous très talentueux. Là. Mais il y a une fois où peut-être que j'aurais pu faire l'équipe. La deuxième fois, j'étais comme fine. C'est vrai que le gars qui était à ma position, il était meilleur que moi. So I was good with that. Parce que tu penses, vu que tu l'avais comme facile à l'école, vu que c'était pas facile, c'était rendu moins facile au sport, ça a été une façon d'abandonner? Mais c'était la même chose. C'est ça l'affaire avec moi, c'est que j'étais quelqu'un, je peux le dire, j'étais quelqu'un d'ingrat. Je le voyais pas comme ça, mais je me disais juste, j'ai des A, fait que pourquoi je travaillais plus? Tu peux pas avoir plus qu'un A. Tu comprends? Fait que je voyais pas l'intérêt de... C'est ça qui arrive quand tu travailles pour des résultats puis pas pour ta passion. Ça fait en sorte que quand tu atteins les résultats, tu vas jamais pousser à aller voir plus loin. C'est un peu ce que j'aime pas, puis j'étais pareil au sport. Dans le fond, au soccer, j'étais super talentueux. Genre, quand j'étais petit, je pense que n'importe qui m'a rencontré dans mes premières années de sport, j'étais le meilleur dans l'équipe, toujours meilleur de mon école, meilleur in everything, meilleur buteur, everything. Mais les autres travaillaient fort, tandis que moi... Dans mon temps libre, je jouais au basket, je jouais même pas au soccer. Fait que ça faisait en sorte qu'à un certain point, les gens te rattrapent. Fait que je suis encore compétitif, j'étais toujours sur le 11 par temps, mais j'étais plus le joueur étoile parce que je m'étais fait rattraper au fil des années. Fait que ça te montre comment... C'est vraiment des traits de caractère qui vont t'affecter sur toutes les sphères de ta vie. Ça m'affectait autant à l'école que dans le sport. Fait que... Yeah, that's that. Je suis arrivé au cégep après avoir passé mon secondaire, encore une fois, faisant absolument rien. Puis j'étais en sciences nat. Oh my lord. Ouais, mes parents étaient comme, on veut que tu sois médecin. Puis là, j'étais comme, ouais, peut-être que pédiatre, ça serait cool. Je pense que je l'avais considéré pendant un moment. Puis j'arrive en sciences nat en pensant que je vais encore me pogner le cul. Puis bro, oh god, claque dans la face. Surprise. Mais j'avais pas l'habitude d'étudier. Puis j'avais pas vraiment les mécanismes qui me permettaient de savoir comment étudier ou d'être assidu. Fait que j'avais des notes très, très, très average, voire médiocres. Là. J'avais pas une cote de -7 comme toi. Je pense que j'avais une cote quelque chose de comme 26 du cégep, mais je me suis quand même fait renvoyer du cégep. Mais c'est bon, 26, non? Non, mais check this. Parce que les cours que j'avais des bonnes notes, je les explosais, mais après ça, quand je coulais des cours... T'es coulé pour de vrai? J'ai coulé pour de... Ben, j'ai coulé. Ouais, mais... Tu sais, j'ai coulé toujours proche de passer, genre 58, 59, mais il y a une session où j'ai coulé 2 cours sur 4, puis une section où j'ai coulé 3 cours sur 5. Moi, c'était à ce moment-là. Tu sais, quand on parle de rock bottom, à ce moment-là, il n'y a rien qui allait, genre. C'était en... 2008. Mes parents savent même pas ça, actually. C'était à ce moment-là, je travaillais... Là, tu vas voir à quel point je suis vieux. Là. Je travaillais pour la Banque City Financière en tant qu'analyste de crédit. Puis, c'est l'année où il y avait la récession. Moi, pendant ce temps-là, je tripais sur une fille comme vraiment hardcore. Je pense que c'est la première fille que je voulais vraiment être avec. Puis, ça marchait pas. On n'était pas intéressés, whatever. Fait qu'à cause de ça, j'étais triste. En plus de ça, j'ai perdu ma job parce que t'avais eu la récession qui avait comme renvoyé tout le monde. Ils avaient fait des mises à pied, j'étais le plus jeune là-bas. Fait que j'étais le premier à partir. Puis à l'école, je coulais des cours pour la première fois de ma vie, puis je savais même pas c'était quoi l'échec. Puis c'est là que je réalise que oui, je m'étais fait couper d'équipe de soccer, mais jamais je me voyais tant que ça comme un joueur de soccer. Pour moi, c'était un passe-temps, j'étais bon là-dedans, puis je le faisais pour ça, mais... Là, c'est la première fois que j'échouais dans des choses qui étaient importantes là, pour moi. Fait que ça m'avait vraiment hit à un autre niveau. Là. Je pense que c'est le moment où... Looking back, je pense vraiment que j'ai fait une dépression, mais j'étais tellement occupé que j'ai pas eu le temps de la faire. Dans le sens que comme j'étais occupé à l'école, je faisais mes trucs, je travaillais beaucoup en même temps. Puis j'étais... Puis là, quand je me suis fait renvoyer de la job, j'avais quand même des dettes à ce moment-là. Pas beaucoup, là, mais comme j'en avais quelques-unes. Puis là, je savais plus comment j'allais payer mes trucs. Puis là, tu sais, chez moi, c'était quand même assez strict. Fait que là, je pouvais même pas dire que je m'étais fait renvoyer du cégep. Fait que là, je capotais, là. Oh my God. Puis, ouais, c'est ça. Je pense vraiment que c'est un moment où j'aurais dû aller consulter, j'aurais dû aller chercher de l'aide. Parce que ça aurait pu tourner d'une façon complètement différente, là.
Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que... Qu'est-ce que tu penses qui t'a comme gardé sur la bonne voie? Rien, honnêtement. J'ai ri, mais c'est pas drôle. Je m'attendais juste pas à ça. Il y a absolument rien qui me gardait sur la bonne voie. Je me souviens, il y avait une fois, je retournais chez moi, puis ça, c'était la journée où... La même journée que j'ai su que je me faisais renvoyer du cégep, la même journée, j'ai su que je perdais ma job. Oh my lord. Fait que là, je me rappelle, je prenais l'autobus pour rentrer chez moi, puis je pleurais. Là. Je peux pas t'expliquer à quel point. Je pleurais tellement que le chauffeur, il pleurait avec moi, puis il me demandait qu'est-ce qui allait, puis il me disait « Inquiète-toi pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je te jure, les choses s'arrangent, ça va bien aller, ça va bien aller. » Puis moi, j'étais comme... Tu sais, en plus, une cotère, même si tu reprends les cours, ta cotère, elle va jamais remonter. Fait que j'étais comme « OK, je peux pas... » Puis ils font une moyenne du cours que t'as coulé avec... En tout cas, genre, il n'y a aucune moyenne de reprendre ça. Fait que j'étais comme, ma vie est finie. Dans ma tête, c'est comme, il n'y a rien que je peux faire. Genre, tous mes rêves sportifs, c'est tombé à l'eau. Mes rêves du côté académique aussi, genre, je pourrais jamais avoir comme un gros poste auquel j'aspirais parce que j'ai pas les notes. It's over. Fait que j'étais comme, il n'y a rien qui marche. Je sais même pas pourquoi je vis encore. C'est drôle, tu dramatises sur le moment. Puis tu oublies que la vie, c'est longue. Puis elle est longue. Puis il y a beaucoup de choses qui changent. Puis là, après, ça, c'était en décembre. Début décembre. Là, on est en 2008. Ouais, début décembre 2008. Fin janvier 2009, je vivais ma best life. Donc, sérieusement, là. Genre, je venais d'avoir une nouvelle job qui me payait beaucoup plus cher que celle que j'avais avant. J'avais trouvé un moyen. Puis ça, c'est ça qui est drôle. Il y a des gens de qui tu vas te rappeler, tu vas te souvenir d'eux dans ta vie, là. C'était une amie qui s'appelait Cassandra, elle était au cégep avec moi. J'ai pas gardé beaucoup d'amis du cégep. Genre, je les adore, c'est juste qu'on s'est comme éloigné par la suite. Mais cette fille-là, je vais toujours me souvenir d'elle parce que moi, dans ma tête, j'ai lâché l'école. Puis genre, je sais même pas ce que j'allais faire de ma vie. Puis elle m'a dit non, tu peux aller dans un cours de soir. Parce que toutes les autres cégeps, comment ça marche, il faut que tu attendes 1 an avant de réappliquer. Puis moi, j'étais comme, je peux pas 1 an sans aller à l'école. Mes parents vont le savoir, puis ils vont legit me tuer. Genre, ça peut pas se passer. Fait que là, elle m'avait montré qu'il y avait un cégep qui te permettait de faire des cours de soir pareil. Puis elle est venue avec moi. Puis je serais sûrement jamais allé, genre, remplir les formulaires, whatever. Mais elle m'a tiré. On était amis, mais pas tant que ça. Puis elle a fait non, je viens avec toi. Elle m'a tiré, elle m'a emmené là-bas, elle m'a fait sign up. Puis là, j'ai eu mes cours de soir. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je travaillais temps plein la journée, puis j'allais à l'école le soir. Mais j'ai fait croire à mes parents que je faisais l'inverse. Eux, ils pensaient que j'allais à l'école le matin, puis que je travaillais le soir. Fait que ça a passé comme ils l'ont jamais su, genre, tu comprends? Puis là, arrivé là-bas, on dirait que ça m'a donné le coup de pied dans le cul que j'avais besoin. Fait que là, je travaillais, puis j'ai recommencé à avoir des A. Genre, je commençais à être premier de classe. J'ai eu des vraiment bonnes notes pour terminer mon deck. Fait que j'ai fini mon deck en sciences nature. Puis, bien entendu, je pouvais pas être médecin, là. Mais après, mon père, lui, il avait eu des contrats pour l'ONU. Il est passionné par la politique. Ça fait aucun sens. Là. Fait que on parlait toujours beaucoup de ça à la maison. Ouais. Puis je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait, mais aussi je savais que c'était quelque chose dans quoi j'allais être bon. Fait que je me suis dit, fine, je vais m'inscrire en politique. J'étais allé en Concordia. Puis première session, c'était un désastre. Puis là, c'était au moment où, justement en 2009, quand je t'ai dit, début 2009, je vivais ma best life. J'ai eu ma nouvelle job. C'est là que j'ai rencontré mon ex aussi, avec qui je suis resté 7 ans. Puis c'était quelqu'un de très studieuse. Fait qu'on étudiait ensemble. Fait qu'on dirait que ça m'aidait aussi à l'école. Fait que là, mes notes aussi ont explosé. Okay. Puis pendant que j'étais en politique, c'est là que j'ai songé à aller en droit. Puis je m'étais dit, non, actually, avocat, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Okay. Fait que je m'étais dit, OK, I'm gonna do that. J'ai travaillé fort, j'ai eu les notes pour. Puis c'est là, à ce moment-là, c'est le moment où j'ai compris que dans ma vie, j'étais pas spécial. J'étais pas né sous une étoile, whatever. Peut-être que ça marche pendant un certain moment, mais ça va te rattraper un jour. Puis que j'ai commencé à travailler pour ce que je voulais. Puis j'ai été accepté en droit à quelques écoles. J'ai choisi Sherbrooke. Bon choix, c'était fucking nice. C'était incroyable. Puis là, c'est là que je te dis que quand t'as un relâchement, je m'amusais juste trop, bro. Honnêtement, là, pour être sincère avec toi, j'ai eu des bonnes notes décentes. Je veux dire, je travaillais pour, tu sais, en niveau en droit, t'as pas le choix. Fait que, je travaillais pour, j'ai eu des notes correctes. It was good. Mais après, t'arrives au barreau, puis bro, c'est comme... J'ai vraiment... Honnêtement, toi puis moi, j'ai vraiment travaillé fort, puis j'ai échoué pareil, ce qui m'a appris ma deuxième leçon. Après, là, j'étais en mode... Tu sais, au début, j'étais genre, moi, je fais rien, je suis grec, puis je réussis pareil. Puis après, dans le sport, ça me donne ma leçon. L'école, ça me donne ma leçon. J'arrive après, plus tard dans ma vie, puis je comprends, OK, il faut travailler pour. Puis quand tu travailles pour, tu obtiens les résultats que tu veux. Puis là, après, au barreau, j'apprends que it's just a lie, bro. Des fois, tu fais tout ce qu'il faut, puis les choses vont quand même pas bien. C'est un peu comme toi au hockey. Ouais. Genre, tu faisais tout, t'étais invité à tes camps, puis comme il y avait toujours des choses qui se passaient. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est vraiment passé au barreau en ce moment-là, mais je peux vraiment dire que c'est la période de ma vie où j'étais le plus assidu, que j'ai fait le plus mes travaux.
Puis ça veut pas dire que j'étais parfait. Non, mais je veux dire, j'ai quand même été plus assidu que je l'ai jamais été dans ma vie. Puis j'ai quand même échoué de très peu. J'ai passé très proche de passer, mais j'ai quand même échoué. Puis là, j'étais comme... Des fois, tu récoltes pas ce que tu sèmes. Et puis là, c'était le moment où... Ça coûte quand même très cher, le barreau. Avec... si tu prends ton appart, les livres, l'école, blablabla, tout le blablabla pendant les mois que t'es là-bas, ça revient autour de 7 et 8 000. Genre, c'est extrêmement cher. Par session? Mais c'est parce que c'est une session, le barreau. C'est comme... tu peux choisir 4 mois ou 8 mois. Puis si t'échoues, il faut que tu le repayes. Fait que là, quand j'ai... fait que là, quand j'ai échoué, tu sais, c'était quand même un moment que j'ai fait toute ma vie à l'école. Je veux dire, ça faisait 9 ans que j'étais à l'université. J'avais fait 4 ans en politique, 3 ans en droit, 2 sessions d'été pour faire ma common law. Puis là, en plus de ça, j'avais le barreau. Fait qu'on s'entend que toutes les économies que j'avais accumulées, j'avais beau avoir accumulé beaucoup d'argent, j'étais à sec. Là. Ben oui, non, c'est complètement à sec. Là. Puis là, il fallait que je repaye mes 8 000 $. Oh my lord. Là, moi, j'étais comme... Là, j'ai vraiment pensé à abandonner. C'était comme... si proche du but, mais en même temps, j'étais comme... J'ai juste plus la force. Je suis tanné d'être à l'école. Je suis tanné d'étudier. Je le sentais juste que mentalement, j'étais plus là du tout. Puis, fallait que je trouve du cash. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait... Il y a un de mes amis qui m'a appelé puis qui m'a dit... Toi, t'as jamais pensé à faire du Uber? Là, j'étais comme... Uber? Pourquoi je ferais ça? Ils font pas d'argent. Puis là, il m'a dit non, actually, c'est juste des idées préconçues. Il dit c'est nice, choisis ton horaire. Puis, tu sais, c'était un moment où on passait beaucoup de temps ensemble. Puis là, tu sais, disons, côté réseaux sociaux, je pense que j'ai commencé à plus utiliser les réseaux sociaux en 2015, quand j'ai commencé à vraiment beaucoup voyager. Je voyageais avant, mais comme à partir de 2015, j'ai vraiment voyagé beaucoup. Puis quand tu voyages beaucoup, ben, tu prends beaucoup de photos. Fait que là, j'aimais poster mes petites photos de voyage, ça a commencé de même. Puis éventuellement... j'ai commencé à faire un sondage. Je pense que le premier sondage que j'ai fait, c'était sur quel pays je devrais voyager le prochain, vu que je voyageais tout le temps. Là. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je dois aller en Colombie ou là, whatever. Puis là, éventuellement, j'ai commencé à parler d'autres choses, puis ça a transigé vers des sujets plus crunchy. Puis je me souviens, à ce moment-là, il y avait des gens qui se plaignaient, tu fais des sondages à chaque jour, puis je prenais beaucoup de hate à cause de ça. Mais là, j'étais comme, moi, je m'amuse, ça me fait rire, je m'en fous. Tu sais, je m'en foutais. J'étais comme... Tu sais, quand on dit désabonne-toi, mais des fois, tu veux pas que la personne te désabonne. Moi, je m'en foutais pour de vrai. J'étais comme, désabonne-toi pour de vrai, parce que j'ai aucune intention d'arrêter, ça va juste être pire. Genre. Puis je pense que c'est un peu ça qui m'a mis sur la map, parce que c'est à travers les sondages que comme mes réseaux ont beaucoup grossi. Puis après ça, j'avais pas de contrat payant encore, mais mettons... il y a comme 2 ans, tu sais, quand on venait de se rencontrer, là, c'était plus, j'étais invité dans les événements de PR, puis des affaires comme ça. Pour tu sais, du réseautage, tu sais comment ça marche. Là. Puis à ce moment-là, je me disais, tu sais, je commençais à avoir des petits contrats, fait que j'étais genre, j'aimerais ça avoir comme un horaire assez flexible pour avoir le luxe de les faire, mais en même temps, il me faut du cash. Fait que Uber, c'était parfait. Tu travailles quand tu veux, t'arrêtes quand tu veux. Puis l'été, j'ai fait quand même beaucoup d'argent avec ça. J'étais surpris. Puis tu travaillais pas beaucoup, là. C'était genre, tu fais 5 heures. En 5 heures, tu faisais $400 l'été. Wow! Fait que j'étais comme, OK, c'est parfait. Fait que j'ai fait ça un été de temps. Je me suis vraiment amusé. Honnêtement, c'est la meilleure job que j'ai eue de ma vie. J'ai eu comme 125 jobs. J'ai travaillé pour des banques et tout. Puis la meilleure job que j'ai eue, c'était Uber. Parce que j'aime parler avec les gens. Je mets du beat. On dirait que tu donnes un lift à un ami. Mais honnêtement, t'as grind. Genre, cet été, on était ensemble. Puis comme je me souviens, je me réveillais à 4h du matin, puis des fois, on s'appelait le matin, puis il travaillait encore. Fait genre, tu sais, tu parles comme si c'était un petit passe-temps, mais comme t'as grind, là, je trouve. J'ai quand même grind, mais le temps passait vite. Tu sais, je te dis, j'aime conduire, j'aime la musique. Puis en plus, je travaillais de nuit, fait que je faisais juste lifter des jeunes qui avaient mon âge, fait que c'était tellement drôle. Puis là, des fois, le monde rentrait dans l'auto, puis me reconnaissait comme David Bonsigne. Puis là, j'étais crampé, là. Ça faisait aucun sens. Non, c'est ça doit être cool, là. Puis, mais c'est ça, puis ça m'a donné... C'est comme ça que j'ai accumulé l'argent pour tourner au barreau. Puis j'ai fait le barreau la 2e fois, puis c'était drôle parce que cette fois-là, j'étais tellement détaché du résultat. J'étais comme, OK, j'ai fait tout ce que je pouvais. À ce point-ci, c'est dans les mains de Dieu. Il n'y a rien que je peux faire. Puis là, ça a super bien été. Genre, j'ai eu tellement des bons résultats, fait que j'ai passé, puis là, c'était un des plus beaux jours de ma vie. J'étais comme, enfin, c'est fini. Mais le soulagement était aussi d'avoir passé le barreau, mais aussi de savoir que j'allais plus jamais être à l'école de ma vie. Plus jamais je m'assois dans une salle de classe. OK, je dis ça. Mais j'espère vraiment. J'étais juste fatigué. Ben oui, je comprends. Fait que là, il reste juste l'étape du stage. Puis je vais pas en parler tout de suite, mais il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. So I'm really happy. Puis ouais, finalement, tout a fini par déboucher. Puis même côté réseaux sociaux, ça va bien aussi maintenant. Fait que dans le fond, c'était une bonne chose. J'ai même pas parlé de ma marque de vêtements. On l'a fondée en 2016 parce qu'on fait trop de choses, les deux. J'oublie mon propre parcours. Tes voyages aussi que t'as pas parlé. Ouais, oh my God.
Le premier voyage que j'ai fait, c'était, je l'avais parlé, le premier solo trip, c'était en 2015. Dès que je suis rentré en droit, mon ex m'a laissé. Ça a pris 2 mois. Puis ce qui est drôle, c'est quand tu fais les initiations, on te demandait le choix. Est-ce que tu es célibataire ou bientôt célibataire? Là, moi, ça faisait 7 ans que j'étais en couple. Je pars à rire. Je dis, ben là, tu me donnes pas le choix. Fait que je vais dire bientôt célibataire, mais dans ma tête, ils sont cons, on va jamais se laisser. 2 mois plus tard, c'était fini. Oh my lord. Ils disent qu'il y a une malédiction à Sherbrooke que dès que tu rentres là, si t'étais dans une longue relation, puis que tu viens pas de Sherbrooke, ta relation se termine. Puis je pense vraiment que c'est vrai. Il y a juste tellement de couples pour qui ça a fini. Ça se fait juste tout seul. Ouais. Je pense vraiment, it's a real thing. Puis, à ce moment-là, moi, l'été 2016, c'était le premier été où j'étais célibataire, puis que j'avais un été de libre complètement. J'avais pas de travail, pas d'école. C'est ce qui était jamais arrivé dans ma vie. Là, j'ai fait, I'm leaving. Je pense 4 mois, puis puis là, j'ai vraiment pris goût à ce lifestyle, fait que j'ai pu arrêter de partir tout le temps. Tout le temps, peu importe si j'avais des cours ou quoi que ce soit, si un avion pouvait m'accueillir, j'étais là, man. Puis, quand je suis revenu de mon premier gros voyage, j'avais mon coloc qui avait une marque de vêtements. Tu sais, à chaque fois, il me montrait des samples, puis il était vraiment passionné par sa marque. Ils étaient 3 dans la marque. Puis il y avait un des gars qui travaillait plus avec eux. Il y avait eu des différends. Je sais pas si c'était à propos de son travail, aucune idée. Bref, mais il voulait que je prenne sa place. Puis c'est lui qui gérait les réseaux sociaux. Oh shit. Fait que là, il m'a dit, on aime ce que tu fais avec ton Instagram. Est-ce que tu peux, genre, gérer nos réseaux? Il m'a dit, on donne un try-out period de comme 30 jours. Puis on va voir comment ça va aller. Puis l'autre gars, fait que dans le fond, mon coloc, je le connaissais bien vu que c'était mon coloc, mais un de ses amis, qui était aussi owner de la brand, il y avait une fois, il était complètement sous dans un bar. Là. Puis il me dit, Greg, j'aimerais ça que tu viennes devenir owner pour nous. Il dit, j'ai vraiment besoin de toi, mais il était complètement défoncé. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, le gars, il va pas s'en rappeler. Ouais. Mais après, le lendemain, il me rappelle, puis il était down pour de vrai. J'étais comme, bro, tu marchais à peine. Genre, je pensais pas que c'était sérieux. Fait qu'eux, ils m'ont pris comme mannequin pour un shoot. That's my boy. Ouais, puis j'ai été à Alex Labire pour une journée. En plus, c'était Guillaume Saint-Amand puis Cam DS qui faisait le shoot. Fait que moi, je suis comme, OK, c'est des fucking bons photographes qui viennent moi. Puis moi, je savais pas que j'allais être mannequin parce que s'ils m'avaient dit que j'allais être mannequin, je serais jamais allé. C'était dans un chalet. Fait qu'ils m'ont juste dit, on va chiller dans un chalet puis arriver là-bas, surprise, surprise, tu poses pour nous. Genre, on a besoin de diversité. J'étais comme, alright. Là, t'étais pris sur le fait, t'avais pas le choix. Exactement, mais c'était cool parce qu'ils me plaçaient. OK. Parce que non, j'aurais jamais su comment me placer. Maintenant, c'est toi qui me places, mais j'aurais pas su comment faire. T'es un pro maintenant. C'est ça. Fait que j'ai passé de mannequin, puis genre le mois d'après, j'étais owner. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est juste le lifestyle. Tu sais, c'est sûr, gérer comme les études avec une compagnie. C'est quand même beaucoup de choses. Surtout, on me vendait dans comme 8 boutiques au Québec. C'est quand même beaucoup de gestion, mais c'était vraiment cool. J'ai aimé le lifestyle, j'aimais les pop-up shops, j'aimais les événements l'été, les parties. C'était exactement le genre de vie que j'aimerais avoir, même dans ma carrière professionnelle. Ouais. C'est pour ça que, oui, je vais être avocat. Puis oui, c'est une carrière qui me passionne. Mais je sais que je vais toujours garder un côté entrepreneur parce que j'ai besoin de ça. Et je sais que mes parents ont peur quand ils me regardent qu'est-ce que je fais avec ma vie en ce moment parce qu'ils ont peur que je plonge du côté influenceur puis que je délaisse le droit. Ouais. Puis je pense aussi que c'est plus prestigieux dire que ton fils est avocat plutôt qu'il travaille sur les réseaux sociaux. Il est influenceur. Ouais, exactement. Là. Mais de un, je m'en fous du prestige. Puis de deux, j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est comme si je voulais vraiment pas te faire du droit, je serais jamais retourné faire le barreau une deuxième fois. Fait que, maman, je sais pas si t'écoutes ça, mais sois rassurée. Ouais, fait que ça, c'est du côté entrepreneur. Maintenant, après, j'ai vendu mes parts. Je suis plus dans la compagnie. Avec le droit, ça aurait été... surtout dans les premières années, c'est beaucoup trop La learning curve est vraiment abrupte. Non, j'en doute pas. Là. Exactement. Fait que ça me mène où j'en suis. Il reste 6 mois. Donc, en mai, on fera un gros party. Yeah! Ouais, j'ai apporté ma belle petite toge, là. Yeah! Ça va être cool. Donc... ceci était un reminder pour ne pas lâcher, ne pas abandonner malgré toutes les embûches, les obstacles que vous trouverez sur votre chemin. Amen. Puis même quand tu touches ton fond, tu vois, comme moi je disais, en décembre, j'étais rock bottom, puis en janvier, je vivais ma best life. Voilà. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai des périodes difficiles, moi, je fais juste me replacer dans le mindset que j'avais à ce moment-là, quand je voyais vraiment tout noir. Puis je me suis dit, ça a changé en 1 mois, fait que je peux attendre un autre mois. Ben oui. Je peux attendre un autre mois. Puis tu sais jamais c'est quoi qui va être l'élément déclencheur. Là. Mais, la vie est belle. Vraiment. Tu sais, je pense qu'en même temps,
avec le recul, je suis tellement content d'avoir vécu ça. Tu sais, je pense que pas avoir eu des moments difficiles, je serais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Ah, exactement. Puis comme tu as dit, c'est vraiment la résilience que ça travaille. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai vu, c'est que c'est ma détermination qui m'a emmené Ah ben oui, totalement. Où j'ai été. C'est vraiment ça. Puis même quand tu as des moments difficiles, même avec la compagnie, tu le savais qu'à un certain moment, la raison pourquoi je voulais partir, c'était parce que j'avais des différends avec mes nouveaux associés. On ne s'entendait pas vraiment sur la vision, si tu veux. Puis là, j'étais tellement triste parce que je suis comme... On a passé 4 ans à bâtir ça, puis là, tu vas juste laisser ça comme... Ouais. Ça me faisait triste. Ben J'étais oui, triste de partir, mais en même temps, je savais que c'était la bonne décision, puis j'étais rendu ailleurs, puis tout ce que tu as acquis comme connaissance, c'est jamais perdu. Maintenant, si je dois repartir une autre compagnie, là, bro, je vais te faire ça 1, 2, 3 steps. Ben c'est comme si j'étais un pro en démarrage d'entreprise parce que tu t'apprends. Ouais. Puis maintenant, toi, t'es là-dedans en plus. Fait que toi aussi, t'as pas parlé d'Oana dans tout ton cheminement. Là. Non, mais juste à la fin, j'ai dit que c'est là que j'ai parti ma compagnie. Ouais, t'as parti, ça. Ouais. Mais tu sais, même, je pourrais revenir là-dessus. La première collection de Oana était un flop total. J'ai vendu, je pense que j'en ai vendu peut-être genre 12 ou 15. Puis ce qui est arrivé, c'est que toute la collection avait un défaut, en fait. Ouais, sauf genre vraiment 12 morceaux qui étaient corrects. Fait que c'est tout ce que j'avais pu vendre. Fait que j'ai juste tout arrêté la première production pour en faire une deuxième production qui était la deuxième collection. Fait que c'était comme la première fois que j'avais vraiment des ventes parce que la première collection, j'ai pas pu en vendre vraiment. Ouais, tu t'as juste fait rembourser la batch vu que tout avait été défectueux. Exact. Fait qu'on apprend de ça. J'apprends tous les jours, puis je suis pas encore un entrepreneur expert. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je pense en même temps, ça fait aussi partie du processus. Puis, maintenant, la deuxième collection qui est sortie, chaque vente que je faisais, j'étais super content, puis j'étais super heureux parce que je savais que le produit était vraiment parfait comme que je voulais. Puis, j'avais pas eu autant de problèmes que la première collection. Enfin, tu sais, t'apprends, puis je suis pas... on dirait aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu dans le passé, je suis plus inquiet quand quelque chose ne fonctionne pas parce que, comme je sais, je vois toute une façon de faire fonctionner. Ouais, c'est exactement ça. Puis, tout dépend aussi de tes objectifs. Ça, c'est une chose que j'ai réalisé aussi, que c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à comprendre mes décisions, mes choix ou mon parcours, mais c'est parce que je pourchasse pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui vont pourchasser le gros salaire, une job qui te donne un statut, ou ils veulent tout ce qu'ils font, c'est pour avoir la grosse maison, la grosse auto. Mais moi, en voyageant beaucoup, j'ai réalisé que c'est pas ça que je voulais. Tu sais, pour chasser tout ce qui brille, puis dans le fond, c'est pas de l'or. Tu te rends compte que c'est vide de sens complètement. Ben oui. Puis au moment où j'ai commencé à me réorienter sur à quel moment je me sens le plus heureux, c'est à quel moment que je me sens le plus accompli et comblé. Puis moi, j'ai un côté créatif que je dois absolument exploiter. Là. C'est pour ça que j'ai de la misère avec tout ce qui est trop terre à terre, tout ce qui est trop... tu sais, je t'en parlais souvent que moi, j'ai de la misère avec TikTok parce que c'est toujours des trends. Ouais. Puis moi, je déteste les trends. Si tu regardes ce que je fais sur IG, il n'y a personne qui le fait aussi. Ils le font, ils l'ont fait après moi. Genre, oui, ton copie, on n'aimerait pas de nom. Mais moi, genre, pour ça, après, quand j'ai commencé à deviner les signes, j'étais content parce que j'étais comme, OK, personne ne peut faire ça. Fait que je me ferais pas copier. Mais j'ai jamais aimé suivre des trends parce que dans ma tête, c'est comme si quelqu'un le fait déjà, c'est pourquoi je le ferais. Ouais. Puis... dans des domaines plus conventionnels, tu peux pas exploiter cette sphère-là, ce qui est la raison pourquoi j'ai toujours voulu jouer sur 2 terrains. Ben oui. Puis il y a un moyen de concilier les 100%. Deux, il faut juste que tu le cherches. Puis maintenant, c'est pour ça que je te dis, c'est drôle parce que je donnais toujours des conseils quand je travaillais à la banque. Je donnais des conseils financiers à tellement de mes amis. Save pour tes REER, voici comment tu stacks ton argent, voici comment accumuler facilement 15 000 par année, blablabla. Puis quand ils me reparlent des années plus tard, ils sont comme, t'as changé, je suis comme... Bro, j'accumulais tout ça, je savais même pas pourquoi. Ouais. Tu comprends? C'est comme... Je suis rendu à une autre étape. Puis si tu veux me suivre dans ce cheminement-là, I can show you the way aussi. Mais je suis vraiment à l'étape de trouver ce qui est meaningful, trouver ton life purpose, aider les gens. Vraiment me sentir à quel moment où je suis le plus comblé. Puis c'est ça que je veux accomplir dans ma vie. C'est pour ça... Puis ça aussi, je l'ai réalisé quand j'avais fini mon bac en Sciences Po. Je me sentais mal parce que j'avais gradué avec des honneurs, puis je m'étais jamais impliqué dans la vie étudiante. J'avais jamais fait de bénévolat, j'avais jamais rien fait de tout ça. Puis arrivé, j'ai fait du bénévolat pendant 1 an pour un organisme qui s'appelle Droits des travailleurs migrants. Puis en fait, la coordonnatrice, qui est une personne fantastique, je peux pas t'expliquer à quel point, là, elle m'a montré c'était quoi un life purpose. Parce qu'elle avait tout délaissé, tu sais, au moins elle était en couple, puis ça lui permettait, le salaire de 1 permettait de subvenir aux besoins de la famille, ce qui faisait en sorte qu'elle pouvait se consacrer entièrement à son organisme. Puis j'ai jamais vu une femme qui était passionnée. Ce qu'elle m'avait dit, c'est... Je sais que tu vas pas être là tout le long. T'sais, comment ça marche les bénévoles, c'est que vous nous aidez à faire un bout de chemin, puis ensuite, éventuellement,
vous partez parce que vous avez d'autres occupations, puis il y a d'autres personnes qui viennent prendre la relève. Puis c'est vraiment un travail d'équipe. Puis il est en train de faire son doctorat en droit en même temps. Oh my God. Ouais, c'était fou. Puis j'ai vraiment été investi, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est là que j'ai vu que je contribuais à quelque chose qui était plus grand que moi-même, puis c'est moi qui formais les nouveaux bénévoles, puis éventuellement, j'ai dû partir pour faire mon droit, mais ce qu'elle m'a dit m'avait trotté dans la tête, puis je savais qu'un jour, éventuellement, quand je vais être avocat, puis que je sais savoir comment ma pratique fonctionne, je vais vraiment vouloir retourner puis continuer le travail que j'ai débuté là-bas. Puis ça m'a montré que j'étais comme, OK, ça c'est être comblé, tu comprends? C'est trouver une cause qui te tient tellement à cœur puis que tu veux vraiment pousser ça au plus loin que ça peut aller sans te soucier de genre, est-ce que je fais du cash? Est-ce que je vais devenir la personne la plus riche au monde ou me faire appeler maître pour mon ego? Tout ça, ça veut rien dire pour moi. Mais tu sais, l'argent est très secondaire aussi. Puis je pense, plus tu vieillis, Je pense que le voyage m'a beaucoup aidé pour ça. Je pense de voir, tu sais, c'est niaiseux, mais de voir d'autres cultures puis des gens qui avaient vraiment, vraiment rien, en fait, puis être heureux, m'a vraiment ouvert les yeux sur ça. Puis même, tu sais, même jeune, je me disais tout le temps, moi, je veux la grosse Mercedes, la grosse BMW, puis aujourd'hui, j'ai les moyens, je suis comme, est-ce que j'étais dumb à cette époque-là? Avoue, c'est exactement ça. C'est une fois que t'as les moyens, tu te rends compte que c'est vide. Mais c'est exact. Ça va combler un vide de 5 secondes. Après ça, tu fais genre, ça change rien que tu aies une auto à 40 000, une auto à 10 000 ou à 100 000. Tu sais, je suis comme, il t'amène du point A au point B, puis c'est tout ce qui compte. Puis je pense qu'au bout de la ligne, ce qui est important, c'est de faire les choses qui te rendent heureux, puis de pas faire en sorte que le matériel te rende heureux. Tu sais, je pense que justement d'aider les gens, c'est quelque chose qui est tellement plus grand que tout, en fait. Tu sais, quand on dit quelque chose de plus grand que nature, c'est ça, de pouvoir changer la vie de quelqu'un ou sans changer sa vie, mais juste d'aider quelqu'un dans sa journée, c'est tellement le fun, c'est tellement gratifiant, plus que de parker ton auto puis de dire, regarde ce que j'ai, moi. Non, clairement. J'avais lu un article qui m'avait vraiment ouvert les yeux là-dessus. J'ai oublié le titre de l'article, mais ce qu'il disait, en fait, c'est que ce qui rend être heureux, c'est pas la finalité. Genre, c'est beau être heureux, mais il disait que c'est quand tu es utile que tu vas te sentir le plus heureux. Puis il donnait des exemples de choses comme si tu as une entreprise, engage un employé puis traite-le bien. Aide quelqu'un avec des choses qui sont même pas dans les tâches de ton travail, juste parce que tu vois qu'il struggle. C'est comme toutes des petites tâches comme ça qui s'accumulent puis qu'à un certain moment, tu vas te rendre compte que ta vie a valu quelque chose parce que t'as rendu le monde un petit peu meilleur qu'il l'était avant ton arrivée. Fait que c'est pas de changer le monde au complet puis d'être idéaliste comme ça, mais c'est juste de faire des petites choses qui font en sorte que OK, oui, c'est vrai que j'ai contribué à quelque chose de plus grand que moi, puis c'est ça qui va te rendre heureux. C'est vrai, puis excuse-moi Nick, je sais qu'on a dépassé notre temps. Là. On a dérapé. J'aime beaucoup Albert Einstein, puis il a dit un jour, il y a juste quelqu'un d'assez fou penser qu'il peut changer le monde qui peut, en fait. J'ai trouvé ça tellement vrai parce que, pour venir à mes stories de mes voyages dernièrement, un moment donné, je parle de mes finances, justement, à New York, quand ça allait vraiment pas bien, puis rien qui allait bien. Puis un gars qui m'a écrit, puis il y a 23 ans, j'étais là, puis j'avais 23 ans à ce moment-là, puis il m'a dit, je suis exactement dans cette position-là, puis ça m'a tellement fait du bien de voir que je suis pas seul, en fait, qui vit ça, tu sais, puis il dit, merci beaucoup. Puis je trouvais ça tellement le fun de pouvoir éclairer quelqu'un puis de montrer à quelqu'un qui n'est pas ça dans une mauvaise situation, dans une bonne situation, parce que à ce moment-là, j'aurais aimé ça aussi, pouvoir parler avec quelqu'un puis qui comprenne ce que je vis. Enfin, je pense de pouvoir aider quelqu'un, de pouvoir, juste comme tu dis, quelqu'un qui... J'avais vu maintenant un peu même un article un peu dans le même style, puis ça disait, si tu es à l'école puis tu vois qu'il y en a un qui mange tout seul, va manger avec lui à la place de le laisser tout seul. C'est des petits, vraiment des mini-gestes, mais qui font tellement de différence dans la vie de quelqu'un, puis qui font tellement de différence dans la journée de quelqu'un, genre. Puis tu sais, peut-être que cette personne-là qui mange tout seul vit quelque chose d'extrêmement difficile à la maison, puis vu que t'as été manger avec lui, peut-être qu'il va passer une super de belle journée, puis ça va lui faire oublier ses problèmes 5 minutes, genre. Tu sais, puis juste ça fait beaucoup dans la vie de quelqu'un. Non, c'est vrai, mais c'est justement parce que les gens montrent seulement le beau. Mais oui. Fait que chaque personne qui se sent seule ou qui échoue ou qui a l'impression qu'il fera jamais rien de sa vie, elle se sent toujours seule là-dedans parce que personne n'en parle. Puis moi, c'est pour ça que quand j'avais coulé le barreau la première fois, j'entendais beaucoup de blablabla, de ci, de ça. Puis je voulais juste contrôler le narratif, fait que je l'avais dit ouvertement. Puis j'avais peut-être pas ma plateforme était moins grosse qu'elle l'est en ce moment, mais c'était quand même beaucoup de monde. Puis j'ai juste fait comme, tu sais quoi, j'ai échoué. Et puis, je voulais montrer au monde que c'était pas grave. Puis tu pouvais le dire, puis ça devrait pas être aussi tabou que ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler beaucoup plus de mes échecs. Puis ce qui est drôle, c'est que
mes posts qui avaient le mieux réussi, c'était mes posts où je parlais de mes échecs, ce qui est vraiment ironique. Là. Oui, mais je pense que les gens aiment ça, pouvoir relate à quelqu'un pour ça. Tu sais, pas justement, comme tu dis, sur les réseaux, les gens montrent seulement le beau, puis leur réussite, puis ben moi, je me suis acheté ci, moi, j'ai eu ça, moi, j'ai été là, mais il n'y a personne qui parle de la fois qu'il a échoué, il n'y a personne qui parle de la fois qu'il n'y avait pas assez d'argent pour aller au team, mettons. Là. Non, exactement. Puis en même temps, c'est ça qui fâche quelqu'un quand t'en arraches et non quand tout est facile. Là. C'est vraiment ça. Puis c'est pour ça qu'à un certain moment, quand j'avais... Après que j'ai parlé de mes échecs, puis je suis retourné au barreau, puis je l'ai passé, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, puis qui m'ont dit je voulais juste que tu saches que moi aussi, je l'ai coulé, puis c'est à cause de toi que je suis retourné. Wow. Puis ça, c'était vraiment... J'avais des frissons, j'étais comme... oui. Parce que là, que je sentais que comme ma plateforme servait à quelque chose, puis que mon message servait à quelque chose, puis quand t'inspires des gens à comme devenir la plus haute expression d'eux-mêmes aussi, c'est là que comme ton succès vaut quelque chose, 100%. parce que sinon, il est complètement selfish. Ben oui. Genre, moi, je suis successful, tu regardes les gens struggle, puis tu fais juste faire « haha, regarde ce que j'ai, toi, tu l'as pas », mais tu leur parles pas du moment où tu étais là où eux étaient, ou juste avoir quelqu'un avec qui... Tu sais, moi, j'étais content. J'avais un autre ami, quand je suis retourné faire le barreau, qui l'avait coulé aussi, puis on était coloc les deux. Fait que c'était tellement motivant. Je sais pas t'expliquer. Les deux, on était comme « This time, we're gonna get it done ». Puis c'était... l'a eu lui aussi? Ouais, puis lui, il l'a eu aussi. Ah, crème cool. Ça, fait que les deux, quand on a su qu'on avait passé, on s'est appelé, puis on était fucking contents. Fait que c'est sûr qu'on va toujours partager quelque chose d'unique, les deux, là. Mais j'aimerais vraiment que les gens soient beaucoup plus transparents sur... moi aussi. Moi aussi, puis je pense que ça serait vraiment bon pour les réseaux, en fait, que les gens soient plus transparents à ça, puis qu'ils n'aient pas peur de parler de leurs défaites. Tu sais, je pense que les échecs de quelqu'un font en sorte que quelqu'un est juste plus fort. Tu sais. Fait que je pense que c'est tout en ton honneur de parler de tes échecs à la place de juste dire « Ah, ben moi, j'ai tout le temps réussi. » Non, vraiment. Il n'y a rien de motivant là-dedans. Ben non, exact. Bon. All right, on va wrap it up. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté ce long podcast du podcast Classe à part que je me mélange tout le temps à la fin. Mais bref, on se voit la semaine prochaine. Puis là, on va avoir un invité pour vrai. On a eu une annulation ce matin, mais next time, it's going to be amazing. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.